Bonjour à toutes et à tous. Je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation pour cette invitation et c'est un honneur d'être parmi vous. Donc, je vais vous parler de la place, de la scintigraphie dans votre pratique. Ça commence très bien. Le pointeur. D'accord. Comme vous savez, la médecine nucléaire se repose sur deux axes. L'axe diagnostique, c'est tout ce qui est imagerie, détection péropératoire, les dosages radio-immunologiques, des hormones ou des marqueurs tumoraux. Et l'axe thérapeutique, là, on va changer carrément de gamme de rayonnement, c'est les rayonnements bêta-, et on va parler de radiothérapie métabolique interne. Donc, dans cet exposé, on va s'intéresser à l'imagerie scintigraphique. En fait, qu'est-ce qu'on cherche à voir? La structure ou la fonction? Et généralement, on qualifie l'imagerie scintigraphique par l'imagerie fonctionnelle parce qu'on vous répond sur le fonctionnement. Donc, cette fonction est-elle normale ou pas? S'agit-il d'un hypo ou d'un hyperfonctionnement? L'intensité de ce fonctionnement, le moment de sa survenue et est-ce qu'il y a une modification résultant d'une action? Généralement, c'est une action thérapeutique. Donc, il faut garder en tête, on est dans une population assez particulière, c'est les enfants. Et chez ces enfants, on ne parle pas d'âge, mais de tranche d'âge. Donc, pour les 0,5 ans, handicap dans l'autre sens. Donc, pour les 0,5 ans, l'interlocuteur, c'est le parent. Donc, il faut adapter le langage à ses parents. Les nouveau-nés, il y a des aspects pratiques à considérer. Et pour la petite enfance, on préconise un cadre adapté. Et malheureusement, en Tunisie, on ne dispose pas de services de médecine nucléaire dédiés à la pédiatrie nucléaire. Pour les 6-11 ans, c'est l'âge primaire, donc l'interlocuteur, c'est l'enfant. Donc, on doit avoir un langage adapté pour absorber cette inquiétude chez ces enfants. Et petit à petit, à l'âge de 12-18 ans, on arrive à l'âge adulte. Et là, il faut toujours penser à la possibilité de grossesse chez les femmes, chez les filles pubères. Donc, il ne faut pas hésiter à utiliser la contention. Elle doit être ferme et douce. Et je vous montre un exemple de scintigraphie osseuse réalisée chez un nouveau-né. La première photo, c'est sans contention. Hop, hop, hop. Voilà. Et la deuxième avec contention, et voilà, il n'y a pas photo, c'est largement plus net. Donc là aussi, il faut adapter la dose qu'on va injecter parce qu'on va utiliser des radiotraceurs à l'âge et au poids du patient. Tout le monde dispose d'un smartphone, donc il suffit de télécharger cette application, d'entrer le radiotraceur, l'âge et le poids, et on a la dose recommandée selon les sociétés savantes. Donc, je vais vous parler grosso modo des principales indications de scintigraphie osseuse, rénale, pulmonaire, thyroïdienne, la scintigraphie à l'AMI-BG et on va terminer par la scintigraphie digestive. En fait, pour la scintigraphie osseuse, qu'attend le pédiatre de la scintigraphie osseuse? On doit répondre à une question. Donc, on doit confirmer un diagnostic ou infirmer un diagnostic soupçonné cliniquement et généralement, l'imagerie conventionnelle, elle est normale. Donc, on doit apporter cette orientation diagnostique. S'agit-il d'une infection, d'une fracture? Est-ce que cette scintigraphie est réalisée dans le cadre des localisations, à la recherche des localisations secondaires? On peut aussi étudier cette vascularisation osseuse. Aussi, on peut aider à localiser la zone douloureuse. Chez les enfants, il y a beaucoup de douleurs projetées. Donc, aussi, on peut éliminer un problème osseux. Et dans 52% des cas, l'indication, c'est les suspicions d'infection. En deuxième lieu, c'est les impotences sans fièvre. En troisième position, c'est les douleurs chroniques et les bilans d'extension arrivent en quatrième position. Donc, on va donc débuter par ces infections osteo-articulaires. La lentille du pédiatre, c'est la boiterie fébrile parce que l'urgence est de rechercher l'infection, comme a dit le docteur M. Douira. Donc, l'importance fonctionnelle, certes, mais peut être parfois vitale. Et malheureusement, nous observons de plus en plus d'infections à bas bruit vu l'utilisation à tort et à travers de l'antibiothérapie. Donc, il faut garder en tête que pour les enfants de moins de 18 ans, la vascularisation est de type termino-terminal. Donc, on parle d'ostéoarthrite avec des risques de séquelles fonctionnelles très importants. Au-delà de cet âge, généralement, l'infection débute au niveau de la métaphyse et on parle dans ce cas d'ostéomyélite. Et le pic d'infection, je ne vous apporte rien, les pics des infections se voient à l'âge de 3 ans et
j'ai un message à passer que plus les enfants sont petits, plus le risque d'infection et de localisation infectieuse multiple est grand. Donc, il ne faut pas hésiter à demander une scintigraphie osseuse. En fait, cette scintigraphie, elle est demandée dans un cadre où les signes biologiques sont souvent inconstants. La radio, elle est normale. On observe des anomalies à partir de 30% de déminéralisation. L'écho, généralement, il y a des faux négatifs. Et grâce à la réalisation de scintigraphie 3 phases, on va augmenter notre sensibilité. Les modifications se voient précocement dès 16 heures de l'infection et on va faire toute la cartographie des lésions par la réalisation d'une scintigraphie du corps entier. Donc, pour ces infections articulaires, j'ai quelques exemples. C'est une fille âgée de 9 ans, fièvre, boiterie, CRP élevé, chez qui on a suspecté une ostéomyélite aiguë qui a été confirmée par ce foyer d'hyperfixation, vous voyez, à l'extrémité inférieure gauche du fémur, aussi bien au temps tissulaire qu'au temps osseux. Chez ce nouveau-né de 5 mois qui a été hospitalisé pour septicémie à Staph, donc la scintigraphie a confirmé une ostéonécrose de l'épiphyse de l'humérus gauche qui se traduit par une lésion hypofixante dans ce cadre. Troisième cas de figure, c'est un garçon âgé de 7 ans, impotence du coude droit, syndrome inflammatoire biologique. Donc, il a été adressé pour une scintigraphie osseuse. Et là, on voit 2 foyers, un au niveau du coude droit et l'autre au niveau de l'extrémité supérieure du péroné droit, méconnu sur le plan clinique et radiologique. Donc, deuxième indication de la scintigraphie osseuse, c'est les fractures. C'est généralement des fractures en cheveux du tibia, comme vous voyez ici au niveau du tibia. Aussi, on peut réaliser la scintigraphie au décours à la recherche des signes d'algoneurodystrophie qui se voient généralement chez les enfants dans un contexte post-traumatique. Là, c'est une patiente âgée de 3 mois hospitalisée pour crachement de sang. Sur la radio, on a objectivé des fractures des côtes, des arcs moyens. Donc, ça a été confirmé sur la scintigraphie, mais on a mis en évidence des foyers, des fixations au niveau des arcs postérieurs sans déplacement. Dans ce cas, il ne faut pas hésiter à suspecter une maltraitance. Une autre pathologie que souvent elle est méconnue, c'est la fracture de fatigue. Chez les enfants qui pratiquent du sport ou une activité soutenue, là c'est un foyer au niveau de l'extrémité inférieure du tibia droit. Donc, une tumeur bénigne aussi méconnue, c'est l'ostéome ostéoïde. Il faut penser devant une douleur, et surtout chez les patients qui présentent une scoliose, ou des douleurs chroniques résistantes au traitement. Et là, vous voyez, ça se traduit par un foyer assez focal, très hyperfixant, confirmant ce diagnostic d'ostéome ostéoïde. Le bilan d'extension, c'est généralement dans le bilan d'extension de ce sarcome de Wick, le but est de dire s'il y a ou pas des métastases osseuses qui se traduisent généralement par des hyperfixations. Le premier cas, le bilan était négatif, il y a une hyperfixation uniquement au niveau du foyer initial. Deuxième cas, sarcome de Wick de la phase, mais qui a métastasé au niveau du bassin, des tibias, de l'humérus. En fait, même dans l'ère de la TEP, la scintigraphie osseuse demeure et reste indiquée dans le bilan d'extension des tumeurs osseuses, notamment chez l'enfant. Aussi, on peut indiquer la scintigraphie dans les pathologies rares à type d'histiocytose, d'ostite chronique multifocale, dysplasie fibreuse, dans le but de faire la cartographie des lésions. Donc, particularité anatomique, il ne faut pas avoir peur de ce masque de Zorro chez le nouveau-né. Et cette fixation hétérogène au niveau des tarses chez les enfants de moins de 10 ans, ça témoigne de la maturation de la trame osseuse. On va passer au deuxième chapitre, les scintigraphies rénales, dynamique, statique et la cystographie. C'est une indication phare aussi en scintigraphie dans le but de faire la répartition fonctionnelle entre les 2 reins, étudier le transit intratubulaire du chaque rein et aussi d'évaluer la vidange des cavités piélo-calicielles. Et c'est pour cela que les principales indications, c'est tout ce qui est uropathie, l'hydronéphrose, mégaurtère, duplicité rénale. Aussi, on peut faire cette scintigraphie après un traumatisme rénal pour le suivi après transplantation rénale. Et aussi, on peut indiquer cette scintigraphie dans l'hypertension rénovasculaire avec un test au captopril pour
dire que la sténose rénale est-elle une conséquence ou plutôt l'origine de cette hypertension artérielle. Donc, j'insiste sur quelques informations. Le patient doit être informé et surtout, il ne doit pas être à jeun. Je vais passer rapidement sur le volet technique. On a à notre disposition deux radiotraceurs, le MAG3 et la DTPA, mais on préfère de loin le MAG3 parce que c'est un traceur tubulaire et il donne une meilleure qualité chez les enfants. Donc, l'analyse, elle est double, qualitative, donc on voit les images séquentielles, c'est le devenu du radiotraceur une fois injecté au niveau des parenchymes rénales, et une analyse quantitative par la réalisation d'une courbe, comptage en fonction du temps. Donc, vous voyez l'aspect de la courbe normale, phase captation, perfusion et après une vidange spontanée avec quelques paramètres et des valeurs seuil. Par exemple, pour la fonction rénale relative, une valeur seuil normale, c'est aux alentours de 45, dans l'intervalle 45 à 50%. Avec, par exemple, pour le T1,5, il doit être strictement inférieur à 10 minutes. Généralement, on complète cette scintigraphie par un test au Lasillix. Pourquoi? Pour étudier ce caractère obstructif et évaluer la sévérité d'une pathologie obstructive sur les voies urinaires. Donc, le principe, en cas de stase du produit au niveau du rein, est-ce que c'est dû à un obstacle organique ou est-ce que c'est fonctionnel du fait de l'effet réservoir? Là, on va injecter le Lasillix, il va augmenter le flux urinaire. S'il y a obstruction, il ne va pas y avoir de wash-out, donc pas de vidange. Par contre, s'il y a une dilatation, on va stimuler cette vidange et là, on va avoir une vidange généralement finale sur les images tardives. Donc, grosso modo, voici les trois courbes. Donc, on va injecter Lasillix. S'il y a une vidange, il n'y a pas d'obstacle. S'il y a une vidange qui est amorcée mais non satisfaisante, on peut faire des images tardives ou refaire un examen de contrôle dans quelques mois. Si le néphrogramme reste en plateau, là, on est presque certain qu'il y a un obstacle organique derrière. Tout cela, pourquoi? Pour guider nos amis pédiatres dans leur prise en charge thérapeutique, parce que s'il y a une obstruction, le traitement chirurgical il est indiqué. S'il n'y a pas d'obstruction, là, c'est le traitement médical ou la surveillance. Donc, un petit exemple d'une fille âgée de 8 ans avec à l'échographie une dilatation piélo-calicielle droite. La TEP, elle est demandée dans le cadre d'évaluer cette obstruction. Donc, comme vous voyez, le rein gauche, il y a une perfusion captation normale aussi bien sur la courbe que sur les images séquentielles. Par contre, sur le rein droit, il y a une stase de la fixation au niveau du parenchyme rénal droit qui est confirmée sur la courbe. Mais une fois on a injecté le Lasillix, il y a une vidange et là, il y a bel et bien une obstruction fonctionnelle non organique. Une scintigraphie rénale aussi demandée, et on va changer de traceur, c'est le DMSA. Les indications, c'est pour étudier la fonction rénale séparée, évaluer les dommages parenchymateux, surtout au décours d'une pyélonéphrite, s'il y a aussi des anomalies des reins, et pour confirmer le caractère non fonctionnel d'un rein, surtout s'il y a une néphrectomie indiquée. Et toujours les mêmes précautions, bonne hydratation, mais il y a un mot à dire, qu'il faut respecter un délai entre l'infection urinaire et la scintigraphie si on va rechercher. Et ce délai est de minimum 4 mois. Donc, il n'y a pas d'indication de faire une scintigraphie DMSA avant 4 mois à la recherche de séquelles post-pyélonéphrite. Donc, l'analyse aussi, elle est comparative, visuelle, des contours et des fixations parenchymateuses et quantitative par la mesure de la fraction rénale relative. Donc, 2 cas, fille âgée de 15 mois, infection urinaire à 2 reprises. L'examen a été réalisé dans 6 mois dans le but de recherche de cicatrices. L'examen, il est strictement normal. Par contre, chez cette patiente qui a une vessie neurologique, des infections urinaires à répétition, l'écho rénal a objectivé un petit rein gauche dédifférencié qui a été confirmé sur la scintigraphie avec un petit rein de pyélonéphrite chronique avec une fonction rénale altérée ne dépassant pas les 15%. Quant à la cystographie, on va utiliser le technétium 99 métastable qu'on va instiller grâce à une sonde vésicale. Les principales indications, c'est le reflux et notamment la recherche d'un reflux intermittent
et dans le but aussi de contrôler ce reflux et aussi pour apprécier l'effet de la réplétion vésicale sur le drainage du haut appareil. L'analyse se fait pendant la phase de réplétion, c'est la phase passive, phase de miction et on va rechercher aussi un résidu post-mictionnel qui peut être à l'origine des infections urinaires, mais on exige un ECBU négatif datant de moins de 10 ans, de 10 jours, qui doit être impérativement négatif. Donc voici un examen réalisé chez une fille de 10 ans qui a présenté une infection urinaire à 2 reprises, suivie pour WC neurologique. L'UCR radiologique était négatif. Et là, on a objectivé une réplétion, une activité rétrograde vésico-rénale qui a confirmé un reflux qui était intermittent. Et c'est là où est notre point fort parce qu'on va enregistrer d'une manière continue cette cystographie, contrairement à l'UCR. Et un deuxième point, c'est l'irradiation. On est nettement moins irradiant que l'UCR radiologique. Donc, pour la scintigraphie pulmonaire, c'est les macro-agrégats d'albumine. Les principales indications, c'est le diagnostic d'embolie pulmonaire ou l'évaluation de séquelles post-emboliques, la recherche de shunt, le bilan de retentissement aussi de corps étrangers, dans un cadre de bilan préopératoire pour évaluer la participation fonctionnelle de chaque poumon, DDB, mucoviscidose, et la liste, elle est longue. Donc, généralement, on fait une scintigraphie de ventilation suivie d'une scintigraphie de perfusion. Dans ce cas de figure, il y a superposition de 2 images infirmant le diagnostic d'embolie pulmonaire. Dans le deuxième cas, la scintigraphie de ventilation, elle est strictement normale. Par contre, au niveau de la scintigraphie de perfusion, il y a des défects au niveau des 2 poumons, confirmant l'embolie pulmonaire chez cet enfant. Donc, une autre indication, c'est la recherche d'un shunt, par exemple chez ce patient âgé de 8 ans, suivi pour cirrhose, hypertension portale. Donc, on va faire une acquisition au niveau des poumons, mais aussi au niveau de la région cérébrale et des reins pour voir s'il y a ou pas des fuites. Et chez ce patient, il y a une distribution hétérogène au niveau de 2 champs pulmonaires avec aspect des susurite, avec une fixation extrapulmonaire nette. Et la fraction de shunt est de 18%. Pour être normale, elle doit être strictement inférieure à 6%. Et là, on a confirmé le diagnostic de shunt. Pour la scintigraphie thyroïdienne, la principale indication reste l'hypothyroïdie qui représente 90% des indications. Parce que, heureusement, on ne voit plus ce type de malade, le crétin goitreux, c'était le stress majeur des parents. Aussi, on peut faire cette scintigraphie à la recherche d'un kyste du tractus thyreoglosse pour s'assurer que cette masse palpée ne correspondait pas à une glande ectopique, dans le cadre de caractérisation d'un nodule thyroïdien et aussi dans la maladie Pasteau, sauf s'il y a un nodule objectivé à l'écho. Sinon, le diagnostic il est retenu sans scintigraphie. Donc, pourquoi on va faire cette scintigraphie? Pour identifier la cause d'hypothyroïdie des enfants et aussi chez les enfants, notamment les enfants qui ont une hypothyroïdie profonde, s'agit-il d'une athériose ou simplement d'un trouble majeur de l'organification? Et aussi pour informer les parents pour les grossesses ultérieures. Par exemple, pour les dysgénésies, ectopies, agénésies, hypoplasie, généralement sont des pathologies sporadiques dans 98% des cas. Par contre, les troubles de l'organification sont autosomiques récessifs. Cet examen doit être impérativement couplé à l'échographie pour corriger les limites de chaque technique. Donc, quand réalisé, c'est le message à passer, soit une semaine maximum après avoir débuté le traitement, parce que la fixation va dépendre du taux de TSH, et ce taux va rapidement s'abaisser une fois le traitement est mis en route. Ou après, vers l'âge de 3 ans, après arrêt de traitement, parce qu'on peut se permettre. Entre les deux, le traitement prime sur la scintigraphie. Et le radiopharmaceutique utilisé, nous, en Tunisie, c'est les techniciens, mais l'iode 123 reste le radiotraceur de loin le meilleur parce qu'il traduit fidèlement le fonctionnement de ce parenchyme thyroïdien. Donc, voici les principales images scintigraphiques qu'on peut voir. Première image, 43% des cas, c'est des troubles de l'hormogenèse. La thyroïde, elle est en place avec une fixation normale et on peut s'aider d'un test au perchlorate. Dans le deuxième cas, c'est une ectopie thyroïdienne et dans 90% des cas, la localisation, elle est sublinguale.
On peut voir aussi des hypoplasies et dysplasies comme la deuxième et la troisième, avec une absence de fixation, une fixation asymétrique au profit d'un ou de lobe contralatéral. On peut avoir aussi des mutations du transporteur Nice, c'est l'absence de fixation de la thyroïde, qu'on peut confirmer en réalisant une scintigraphie au niveau de l'estomac, parce que ces transporteurs et transporteurs Nice existent aussi au niveau de l'estomac. S'il n'y a pas d'absence de fixation au niveau de l'estomac, là, on peut dire qu'il s'agit d'une mutation du scintigraphie Nice. Donc, on va passer maintenant à la scintigraphie à l'MIBG. L'indication, comme on a vu avec Dr Nuira, c'est le neuroblastome parce que c'est la tumeur extracrânienne la plus fréquente chez l'enfant de moins de 5 ans. Elle est responsable de 15% de mortalité par cancer et l'âge moyen de diagnostic est aux alentours de 2 ans. Donc, il y a des facteurs pronostiques à prendre en considération. C'est l'âge au-delà de 18 mois, l'amplification de l'oncogène endémique, mais aussi le stade, c'est-à-dire l'envahissement des structures vitales et la localisation à distance. C'est pour cela qu'un bilan initial doit être exhaustif pour guider le choix du traitement. Et là, intervient la scintigraphie à l'MIBG. Généralement, on fait à l'MIBG marqué à l'iode 123. À défaut, on peut utiliser l'MIBG marqué à l'iode 131. Et c'est l'examen le plus spécifique de la scintigraphie. On arrive à 100% de spécificité par cet examen. Donc, la préparation, parce qu'on va utiliser un traceur iodé, donc il faut éviter cette saturation thyroïdienne. On va donner du Lugol à nos patients un jour avant l'examen et on va poursuivre ce traitement 3 jours après. Donc, cette scintigraphie MIBG, il ne faut pas méconnaître les fixations physiologiques au niveau de des glandes salivaires, de la graisse brune, du myocarde, du foie, avec une élimination urinaire. Là, il s'agit d'un ganglioneurome au niveau de la région cervico-thoracique. Pour les tumeurs de neuroblastome, 70% sont de localisation surrénalienne. Là, il y a un neuroblastome stade M parce qu'il y a des métastases ostéomédulaires, malgré que la fixation au niveau de la tumeur initiale, elle est minime. Donc, on a vu que le MIBG est inévitable pour le bilan d'extension, mais aussi il est indiqué pour l'évaluation thérapeutique, normalement, et évidemment, après chimiothérapie, pour notre patient qui a un ganglioneurome, la réponse était complète 7 mois plus tard. Donc aussi, l'MIBG a une valeur pronostique parce qu'elle permet dès le début de caractériser les patients en bon ou mauvais répondeurs et adapter la chimiothérapie en fonction de cette réponse à la chimiothérapie. Maintenant, tous les services de médecine nucléaire sont équipés d'une imagerie SPECT-CT. Donc on va allier l'information morphologique du scanner à l'information morphologique de la gamma caméra. Donc, et cela nous permet de différencier d'une manière plus aisée les remaniements post-chirurgicaux des récidives tumorales. Et la réponse et l'évaluation de la réponse des localisations intramédulaires, elle est plus sensible et elle est plus spécifique que l'IRM. Donc, je vais terminer par l'exploration digestive et en tête de liste, c'est la recherche de diverticules de Meckel. Le reflux revient en deuxième position. Pour la scintigraphie des voies biliaires, vu ma modeste expérience, je n'ai jamais assisté dans tous les services de médecine nucléaire de scintigraphie de voies biliaires. Donc, je ne vais pas parler de cette scintigraphie. Diverticules de Meckel, on se repose sur le fait que 50% des cas, c'est du fait de la présence de cette muqueuse gastrique en position ectopique. Donc, on va injecter un radiotraceur qui se fixe normalement au niveau gastrique et on va suivre, grâce à l'imagerie dynamique et statique, cette fixation. Juste un mot, il faut bien préparer nos patients, ne pas hésiter à donner de l'oméprazole pour éviter la sécrétion gastrique sans pour autant modifier la fixation. Donc, comme vous voyez, aussi bien sur l'image séquentielle que les images statiques, il y a une fixation qui paraît en position ectopique de la paroi gastrique en fosse iliaque droite, qui est apparue dès le début de l'examen, qui persiste même sur les images tardives, confirmant la présence d'un diverticule de Meckel. Le reflux, c'est le même principe que la cystographie. Et en plus, vous savez que le reflux chez l'enfant, il peut être aussi bien physiologique que pathologique. Et le plus de cette scintigraphie, c'est la caractérisation de ce reflux. S'agit-il d'un reflux intermittent? C'est une technique physiologique et peu agressive. Elle permet aussi de détecter le reflux incalin. Et on peut adapter le repas en fonction de l'âge.
De même, on va réaliser des acquisitions dynamiques et des clichés statiques et on va tracer des régions d'intérêt pour suivre la courbe. Là, il n'y a pas photo, il s'agit bien d'un reflux chez ce patient. Donc, la sensibilité de cet examen, elle atteint les 100% et la spécificité, elle est de l'ordre de 95%. Je ne peux pas parler de médecine nucléaire sans parler d'irradiation. Donc, c'est une irradiation qui reste faible. À titre d'exemple, pour la scintigraphie thyroïdienne, elle est de l'ordre de 0,25. La scintigraphie osseuse de 4 millisieverts. N'ayez crainte, aucun effet n'est observable au-dessus plutôt de 200 millisieverts. Et il y a déjà une irradiation naturelle qui dépend des pays entre 2 et 5 millisieverts par an. Donc, et cette irradiation dépend de l'âge et de l'activité injectée, bien sûr. Donc, pour conclure, donc, la médecine nucléaire offre une pluralité d'applications. Elle a une grande spécificité fonctionnelle et physiologique. Bien sûr, elle est disponible dans le cadre d'une démarche raisonnée. Et vu l'évolution des machines et la découverte des nouveaux traceurs, je pense que la liste des indications va être plus longue. Merci pour votre attention. Merci, Dr. Riedels, vous avez respecté le temps. Merci beaucoup. On a le temps pour 2 questions dans la salle. Professeur Nouri. Merci beaucoup, Dr. Riedels, pour cette belle conférence que j'ai beaucoup appréciée. Et je tiens à vous préciser que pour le poumon, nous avons eu recours à la scintigraphie pulmonaire essentiellement pour différencier un emphysème lobaire congénital d'un emphysème compensateur. Là, la faute peut être vraiment très grave et la scintigraphie pulmonaire nous a rendu service pour faire cette différence entre emphysème compensateur et emphysème malformatif. Je pense que c'est une très très bonne indication. Merci. Il y a d'autres questions dans la salle? Bien sûr. Je voulais te demander, Emel, en termes d'IRM, de scintigraphie osseuse. Oui. Est-ce qu'on peut avoir des faux positifs? Oui. Voilà. Post-traumatique, parce que tout ce qui met en cause le remodelage osseux peut fixer. Donc c'est pour cela qu'on a besoin d'un renseignement clinique exhaustif pour interpréter la scintigraphie dans son contexte. Tout à fait. Et c'est important pour nous, en tant que cliniciens, c'est vrai, c'est important de demander des explorations, mais toute exploration doit être interprétée par rapport à l'histoire clinique et par rapport aux données de l'examen. Merci. Je vous en prie. Professeur Amri. Oui. C'est des globules rouges marqués, mais vu la pénurie de ce radiotraceur, on se contente du technicien.